Bonjour, c'est un auteur à succès franco-belge que nous recevons aujourd'hui. Eric Emmanuel Schmitt est notre invité. Merci de nous faire le plaisir de votre présence. Alors, vous êtes avec nous pour votre dernier ouvrage. J'adore ce titre. Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent, chez Albin Michel. Voilà, ne manquez sous aucun prétexte. Alors maintenant que vous avez la nationalité belge, il est temps un peu de vous livrer à vos compatriotes, cher Eric Emmanuel Schmitt. Alors il paraît que vous avez beaucoup d'idées après avoir fait l'amour. Mon Dieu, j'aurais jamais dû le dire. Ah oui, ça... Mais oui, c'est comme si ça décoinçait quelque chose. Ouais. Toujours, l'état d'euphorie dans lequel ça me met fait que... Alors oui... Vous allez écrire juste après, non, quand même pas. En fait, j'essaie d'avoir un comportement à peu près décent, c'est-à-dire de mettre un certain temps à quitter l'endroit où ça se passe, et puis après, je file. Allez, alors une question pour vous d'Alain Lempoul, vous connaissez certainement, qui a joué d'ailleurs Variation énigmatique il y a quelques années. Et le libertin. Il m'a dit, et le libertin, c'est juste, il m'a dit il y a 2 jours, alors je comprends qu'Eric Emmanuel Schmitt soit venu habiter en Belgique, maintenant ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y reste. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Ah oui, alors ça, je persiste et signe, j'y reste. Pourquoi alors? Essayez de lui répondre, parce qu'il que, il est étonné. Parce qu'ici, je trouve qu'on vit ensemble. Même s'il y a plein de problèmes, etc. Mais les gens vivent ensemble avec chaleur, avec envie, avec curiosité, avec une certaine joie. Je trouve que c'est un pays qui est légèrement ivre. J'ai l'impression que tout le monde a bu un verre de cidre dès le matin. Il y a une espèce d'euphorie légère, comme ça. Et non, moi, je me sens... Puis les gens sont simples, et du coup, moi, je peux être simple aussi. Est-ce que du coup, si la Belgique devait être ralliée à la France, ça ne ferait pas du tout vos affaires? Bah, écoutez, moi, je n'ose envisager un schéma comme ça, parce que c'est pas tant le rattachement à la France qui serait terrible, de ce que ça voudrait dire de l'incapacité qu'ont les communautés ici à s'entendre. Et ça, je ne veux pas y croire. D'accord. Allez, on parle de votre actualité. Alors, j'adore quand vous imitez cette fameuse prof de piano qui... Ouais. Oui, vous pouvez essayer de le faire pour nous? Ben voilà, j'avais 15 ans, j'avais cette prof de piano qui s'appelait Madame Wotanlock, qui était une femme extrêmement puissante. C'était une ancienne Carmen, une ancienne Dalila, donc une chanteuse, mais qui jouait très bien le piano et qui me donnait des cours. Et on avait déchiffré ensemble une ouverture de Beethoven, l'ouverture de Coriolan. Et évidemment, c'est plein de passion, c'est plein de tumulte, de tourments. Et on finit épuisé, en âge, il y a un grand silence qui suit le dernier accord. Et puis, elle se tourne vers moi et elle me dit « Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent ». Et cette phrase m'a à la fois ébloui et terrorisé. C'est-à-dire terrorisé parce que je me dis « Merde, s'il faut être un génie pour vivre, il ne va plus rester grand monde ». Et puis, et en même temps, cette phrase m'a ébloui parce que c'est vrai que ce qu'elle disait, c'est « Il faut voir les choses par le haut. Il faut chercher la noblesse à chaque instant dans la vie. Il faut chercher la hauteur. » Et là, elle avait raison. Et donc, c'est... Ce Beethoven qui a été si important dans ma jeunesse, puisqu'il a fait mon éducation sentimentale, c'est-à-dire à la fois j'ai appris, ma vie amoureuse a commencé, j'écoutais Beethoven qui exaltait tous mes sentiments. Pourquoi vous êtes éloigné de lui à un moment donné alors? Vers 20 ans, j'ai voulu être un intellectuel pur et dur, j'ai voulu tout dominer. Vous savez, quand on refuse les émotions, ça veut dire qu'on veut dominer sa vie. On a tort de refuser les émotions. Plus de tristesse aussi, ça veut dire? Non, c'est une fausse route. Une fausse route de l'idéal de la maîtrise et du contrôle. Or, si on veut être amoureux, il faut perdre le contrôle. Si on veut éprouver des émotions de toutes sortes, il faut accepter de les laisser vivre. Et c'est donc maintenant, ces dernières années, que je retrouve ça et que du coup, Beethoven a repris une grosse place dans ma vie. Ça veut dire qu'en fait, je me suis réaccordé. C'est-à-dire le cerveau s'est enfin réaccordé avec le cœur. Alors, en vous lisant, on en apprend beaucoup sur la conception de la vie, de l'amour, de l'envie aussi. Qu'est-ce que vous retenez de ces années sans Beethoven ? Une traversée du désert. C'est-à-dire, on vit la même vie et en même temps, il n'y a pas la profondeur des sentiments, il n'y a pas la profondeur des émotions. Et puis surtout, sans Beethoven, c'est-à-dire sans les émotions, sans les sentiments, il y a le risque du cynisme, le risque de l'usure, le risque d'avoir l'impression déjà de tout connaître. Et retravailler la fraîcheur en soi, c'est-à-dire l'accueil des êtres qui arrivent, de la vie, et surtout, je dirais, accepter dans la vie la dimension de douleur.
Car moi, ce qui me frappe chez Beethoven, c'est que c'est un homme qui a une vie épouvantable, puisqu'il est sourd à 28 ans. Ouais. Bon, pour un musicien, c'est gênant, mais en même temps, c'est déjà fait dans sa tête, il sait composer de la musique. Mais pour l'homme, c'est très gênant. Il va se couper de la vie sociale, il va se couper de ses amis, il va renoncer à la femme qu'il aime parce qu'il ne veut pas lui infliger un infirme. Et cet homme va donc vivre une vie extrêmement douloureuse, difficile. Et qu'est-ce qu'il nous laisse comme testament? L'hymne à la joie. Oui, c'est ça. Alors c'est ça. Comment il fait? Et nous qui vivons des choses parfois moins graves que ça, on se morfond. On cultive notre tristesse au lieu de cultiver notre joie. Alors c'est pour ça que je me suis retourné vers lui, pour avoir de nouveau envie d'épouser la vie. Retour aux sources presêtre dire, n'oublions pas que voilà, il faut en profiter de cette vie. Oui, et puis qu'il faut l'exalter, qu'il faut être heureux d'être en vie, et puis chercher toujours à garder le front haut. Beethoven, même quand il nous présente des héros qui sont en prison, comme dans Fidelio, eh bien, il nous montre la noblesse de Fidelio qui relève la tête dans le noir. Il nous montre sa femme qui essaye de le rechercher. C'est très impressionnant. Qu'est-ce qui, justement, dans notre société, nous pousse à toujours être sans joie, plus attiré vers la tristesse, vers la colère, d'après vous? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un phénomène de société chez l'homme. Mais je crois que de nos jours, on se sent écrasé. Oui. On se sent écrasé par des rouages politiques, financiers, économiques. On a battu, quoi. Ouais, qui sont plus forts que nous. On a l'impression que l'initiative individuelle ne peut plus grand-chose. Ce que nous dit Beethoven, c'est non, il faut croire en soi, il faut croire en sa capacité de changer le monde, il faut croire que la noblesse de l'homme, elle est dans sa capacité justement de relever la tête et d'avoir le sens de l'idéal. Et à un moment dans le livre, je fais la différence entre la tragédie et la comédie. La comédie, c'est regarder ce qu'il y a de petit en l'homme et se moquer. La tragédie, c'est regarder ce qu'il y a de grand en l'homme et admirer ça. Ouais. Beethoven, il est toujours en train de prendre les choses par le haut. Il voit le bon, il voit le... Oui. Je vous lis un passage notamment qui m'a interpellée. Les amants se séparent toujours pour les raisons qui les ont d'abord réunis. Beethoven m'avait séduit par sa positivité et sa stimulation passionnelle. C'était cela même que je fuyais en l'abandonnant. Oui. Oui, parce que je pense que trop d'émotions aussi détruit. Vous voulez pousser les gens à réfléchir ? À accorder au fond l'émotionnel et le rationnel. Voilà. Ouais. Il faut dans nos vies, essayer d'accorder la réflexion avec l'émotion. Mais la réflexion ne doit absolument pas tuer l'émotion. La volonté de contrôle de son existence ne doit pas nous empêcher de lâcher prise et de recevoir tout ce que la vie nous suggère, tout ce que les autres nous apportent, toutes les émotions que nous pouvons ressentir. Donc c'est ce milieu entre la raison et l'émotion, entre la passion et l'intelligence. C'est ce milieu qui est si difficile à trouver, et c'est sur ce milieu que Beethoven est un si grand conseil. Alors, par contre, là, vous replacez bien l'église au milieu du village quand vous le comparez à Mozart. D'un seul coup. Oui, parce que à un moment, j'ai dit Bach, c'est la musique que Dieu compose. Mozart, c'est la musique que Dieu écoute. Et Beethoven, c'est la musique qui convainc Dieu, qui peut prendre des vacances, puisque la musique est maintenant faite par les hommes, pour les hommes, sans Dieu. Beethoven, c'est une musique plus réfléchie, moins magique. C'est-à-dire, Mozart, on a l'impression que c'est la grâce absolue. Ouais. Quoi. On ne sait pas d'où ça vient. C'est d'emblée parfait. Ça donne une impression d'équilibre absolu. Beethoven ne cherche pas l'équilibre. Beethoven cherche le déséquilibre sans se casser la gueule, je dirais. Ouais. Il nous amène dans des abîmes, il nous amène dans des sommets aussi. Ce qui compte, c'est le déploiement de la pensée. Ouais. Chez Mozart, c'est la beauté elle-même qui est délivrée. Bon, ça, sur scène, ça va donner quoi ? Ce qui va être donné sur scène, c'est la deuxième partie du livre, c'est-à-dire ce qui s'appelle Kiki von Beethoven, qui en ce moment se crée à Paris avec Daniel Lebrun et qui va se créer dès janvier à Bruxelles au Théâtre Le Public. Ben voilà, donc, il part sur la planche. Voilà. Bon, on finit avec notre petite question potin. Où faut-il aller à Bruxelles pour vous croiser ? Un endroit que vous appréciez Ou pas vous croiser. Non, je vais beaucoup, mais si vous allez me dire c'est grand, je vais quasiment presque tous les jours dans la forêt de Swann, puisque je promène mes 3 chiens. Ouais. Et surtout, la forêt de Swann, c'est aussi un lieu où je réfléchis, où je trouve les solutions dans mes histoires. Vous n'y allez pas la nuit ? Ah non.
Seulement journée. Celui-là, vous l'avez écrit à quelle heure? Celui-ci? Si on revient à la question du début. Vous voulez dire après ou avant? Oui. Forcément après. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Je vais vous demander de le signer. Voilà, on va l'offrir à un téléspectateur qui nous envoie un mail. Oh, attention, restez avec nous. Merci. Hop, s'il vous plaît. Voilà, il suffit de nous envoyer un mail, vous le savez, à faf@rtl.be. On vous enverra ce livre. Merci, au revoir.